On est bon? Ouais, c'est bon. Voilà. Bonjour Amazir. Bonjour François. On est sur Radio Grésivaudan, Vesica Piscis. L'émission est enregistrée à l'Iliade, Ouais. à Cessiné. Vous avez répété pour un concert qui a lieu demain avec sur Facebook, c'est ça? Ouais. Ok, ça faisait un moment que tu n'avais plus joué. Ouais, bah, ça fait depuis le mois de février dernier qu'on n'a pas du tout mis les pieds sur scène. Et donc là, ça fait du bien. En plus, c'est un joli plateau ici. Et ça fait du bien de revoir les gars aussi, parce qu'on est un peu éclatés. Contrairement à avant, on était un peu tous à Grenoble. Là, on a vieilli, on s'est mariés, chacun est allé à droite à gauche. Donc du coup, c'était bien de rassembler la famille, de rejouer un peu de musique, de transpirer un petit peu. Ok. Après, moi, je trouve ça... je trouve que c'est une chance de faire un live sur Facebook, mais je trouve ça quand même très triste d'en arriver là, enfin, d'être obligé de faire ça en ligne et de rejoindre une espèce de froideur générale, en fait, qui affecte tout le monde, quoi. C'est un peu du télétravail pour moi, tu vois. Et c'est bizarre, en fait, de faire du télétravail pour ce genre de métier. C'est clair. Alors, on commence par le commencement. Ton prénom, Amazir, ça veut dire quoi? Ça veut dire homme libre et ça veut dire le berbère aussi, puisque les berbères s'appellent Imaziren, qui est le pluriel de Amazir. C'est ça. Et ton groupe Gnawa, explique-nous un peu ce terme. Gnawa, ça veut dire plusieurs choses, ça désigne plusieurs personnes. Ouais. En fait, Gnawa, ça désigne la tradition musicale des descendants d'esclaves en Afrique du Nord. Donc il y a plusieurs ethnies différentes et du coup plusieurs couleurs musicales différentes et plusieurs dialectes dans cette culture. C'est essentiellement une culture de musique et de danse, donc c'est un peu comme les olichas qu'on a à Cuba ou au Brésil, où tu as tout un répertoire à la fois de musique et de danse qui sont synchronisés ensemble, où tu as des espèces de chorégraphies, etc. C'est des traditions très souvent d'esclaves, où les mecs ils développent des mouvements un peu acrobatiques pour en fait mimer le combat. Souvent c'est parce qu'ils n'avaient pas le droit d'apprendre à se battre, tu sais, les esclaves ne pouvaient pas comme au prendre Brésil. les armes comme au Brésil, ouais, comme la capoeira. Et donc dans la musique gnawa aussi, tu vois un peu ce phénomène-là, tu as la danse des chasseurs où ça mime la chasse, la danse des pêcheurs où ça mime la pêche, et puis tu as plein de figures qui sont très acrobatiques, ça saute en l'air, etc. Bon, c'est un peu pour faire un peu une analogie pour les gens qui vraiment ne connaissent pas du tout cette culture, c'est un peu comme un genre de gospel, mais d'Afrique du Nord, donc avec à la fois des influences subsahariennes et des influences berbères, arabes, méditerranéennes. Il y a tout un mélange à la fois religieux, à la fois linguistique. Parce que étymologiquement, ça viendrait de guinéen. Oui, c'est Agnaou, même en berbère, Agnaou, Gnawa, tout ça, ouais, normalement ça vient de Guinée. Et j'ai appris aussi que certains Gnawa, ce seraient des descendants de rois éthiopiens. C'est une légende, ça? Après, je sais pas, parce que les filiations sont un peu difficiles à remonter. Mais on a vu dans des espèces de peintures, des gravures en fait qu'on a retrouvées en Éthiopie. Effectivement, on a retrouvé des personnages qui jouaient d'un instrument qui ressemblait un peu au gumbri. Et en même temps, il y a toute une mythologie dans la musique gnawa qui renvoie toujours à un mot qui est Soudan, le Soudan. Le Soudan au sens large, et puis au sens ancien. Qui veut dire noir, c'est ça, non? Oui, Aswad, ça veut dire noir, mais Soudan, dans la bouche des Gnawa, ça désigne l'empire du Soudan occidental qui était autre que le Soudan actuel. Parce qu'en fait, le Soudan qu'on connaît aujourd'hui, qui s'appelle Soudan, c'est plutôt le Soudan oriental. Mais le Soudan occidental, c'est le Mali, le Niger, en fait toute l'Afrique de l'Ouest. Et ça va jusqu'à chez les Yoruba. Par exemple, dans la culture gnawa, il y a un mot que je ne comprenais pas, jusqu'à avoir travaillé sur la musique afro-cubaine, qui est, elle, très influencée par les Yoruba, pour comprendre que le mot Yerba, dans la musique gnawa, ça renvoyait au Yoruba, et que donc, en fait, ça va jusqu'au Congo. Et ça va jusqu'à tous les... Célèbres pour leur magie, je crois, les sorciers Yoruba. Et alors, il y a aussi ce courant du panégyptianisme, c'est-à-dire est-ce que aussi le fait de faire remonter certains rois à l'Éthiopie, c'est un peu l'origine mythique qu'on a dans certaines philosophies, que tout viendrait d'Égypte? Ouais, peut-être. En fait la culture gnawa, comme elle est quand même très empreinte d'islam, puisqu'elle a été en contact avec cette culture-là, notamment au Maghreb, elle fait remonter plutôt la filiation des Gnawa à Sayyidina Bilal, qui est le premier muezzin de l'islam, et qui lui est né en Éthiopie, il est né en Abyssinie. D'ailleurs, j'ai joué dans le village de Bilal, ça s'appelle Keren, c'est en Érythrée, c'est l'actuel Érythrée. En fait. Et donc, effectivement, il y a un lien de ce point de vue-là. Mais il n'y a pas vraiment il n'y a pas
de renvoi à l'Abyssinie, par exemple. Moi, j'ai jamais entendu dans la culture gnawa des choses qui parlaient de Habasha. Habasha, c'est l'Abyssinie en arabe. Il y a pas, tu vois, il n'y a pas de référence à ça. Ok. Et pourtant, dans l'histoire de l'islam, par exemple, il y a beaucoup de références à la Habasha, notamment un roi qui s'appelait Abraha, qui était un chrétien et qui a laissé beaucoup de traces dans l'histoire de l'islam et qui était de l'Abyssinie. Mais dans la culture gnawa, non, il n'y a pas cette référence-là. Par contre, il y a le Soudan. Mais le Soudan au sens large, non pas le Soudan en tant qu'État-nation tel qu'on Ouais, c'est ça. Alors du coup, un homme libre dans un groupe qui désigne les esclaves à l'origine. Et la musique gnawa, c'est une musique qui est libératrice. C'est ça, en fait, c'est un peu un blues, hein. C'est l'équivalent d'un blues ou d'une capoeira ou Mais aussi avec des cérémonies très structurées. Au Maroc, par exemple, où tu me l'expliquais un soir par rapport aux couleurs, avec le rythme qui change, et tout devient vert, par exemple. Même le thé devient vert. Enfin, ouais, c'est ça. En fait, tout est... Il y a la un bière film... devient verte. Il y a un film de Tony Gatliff, Exil, je crois, où on voit une cérémonie gnawa. Hein. On voit un bout de cérémonie. Ouais, d'ailleurs, Gatliff, je crois qu'il est né à Alger, il me semble. En tout cas, il est en lien avec l'Algérie. Ok. Il connaît l'Afrique du Nord, en tout cas. Et alors, on est à l'Iliade, et là, l'Iliade, ça renvoie à la guerre de Troie. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est quand tous les Grecs se sont alliés pour libérer la belle Hélène à Troie. Et dans le contexte qu'on vit de dictature, de totalitarisme mondial, peut-être que ça serait le moment que tous les peuples s'unissent pour libérer la belle Hélène. C'est notre âme, c'est notre liberté. Ça, c'est pour faire allusion. Et puis aujourd'hui, on est le 22 novembre. Je ne sais pas si tu connais, il y a deux personnes très célèbres qui sont mortes toutes les deux le même jour, le 22 novembre 1963. C'est qui? It was a dark day in Dallas, November 63. Dans la chanson de Bob Dylan, c'est JFK, John Fitzgerald Kennedy, assassiné le 22 novembre. Et Aldous Huxley, qui avait mis en garde contre la dictature scientifique, lui aussi est mort le 22 novembre 63. Le même jour. Ouais, ils sont morts le même jour et tous les deux, ce sont des gens qui ont cherché à changer le monde. Huxley, on ne le sait pas trop, mais il a écrit une suite au meilleur des mondes, c'est Retour au meilleur des mondes, où il a fait le tour des universités américaines pour avertir les jeunes qu'on s'avançait vers une dictature scientifique. Et ça, c'était dans les années 50, tu vois, déjà plus de 60 ans, ce qu'on vit nous a été annoncé. Il y a une autre personne aussi qui a été confrontée à ça et qui a alerté là-dessus, c'est Linus Pauling. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Non. C'est un double prix Nobel, d'ailleurs c'est rare, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup de double prix Nobel. C'est un gars qui a eu un prix Nobel de chimie biologique et qui s'est dressé contre les premiers essais nucléaires dans les années 50, qui a mobilisé parce que comme il était Nobel, il avait un nom, donc il a mobilisé plein de scientifiques contre les essais nucléaires et leurs effets à long terme. Donc il s'est fait un peu casser par le complexe militaro-industriel. Et par la suite, il a travaillé sur la vitamine C. Il a soigné des scléroses en plaques intraveineuses, la vitamine C intraveineuse. Et il a soigné des cancers, il a soigné des maladies très graves avec des gens qui étaient presque en phase terminale. Il les a sauvés. Voilà. Et quand il a publié ses travaux, il s'est fait défoncer par Big Pharma. Déjà à l'époque, Big Pharma était redoutable parce que lui, qui était un double prix Nobel, parce qu'en fait, le deuxième prix Nobel qu'il a eu, c'est le prix Nobel de la paix, pour essayer de le faire taire par rapport à sa mobilisation contre le nucléaire. Et comme ils ont pris la tête, machin, ils ont donné ce deuxième prix Nobel et lui, il a complètement quitté les milieux officiels ou académiques et il s'est mis à faire des expériences sur la vitamine C. Et c'est lui qui a ouvert la piste que d'autres ont poursuivi par la suite, comme André Germez, je ne sais pas si tu vois qui c'est un médecin de Lille qui avait un traitement contre le cancer en France il y a déjà dans les années 60 et qui a dû aller travailler à Oslo, en Allemagne et en Amérique parce qu'ici on ne le laissait pas travailler. Donc ici il y a un vrai problème avec la médecine depuis longtemps. Dans le monde, Big Pharma font ce qu'ils veulent depuis longtemps. Mais ici, il y a quand même une histoire avec notamment des scientifiques brillants, un peu comme ce qui arrive à Raoult aujourd'hui. En fait, ça s'est passé déjà, ces choses-là sont déjà passées, elles étaient juste moins visibles. Tu peux rappeler le nom de ce prix Nobel américain? Linus Pauling. Linus Pauling, c'est les premières grandes recherches sur la vitamine C. Oui. En fait, il n'y a pas de labo qui va aller faire des recherches sur la vitamine C parce que c'est pas brevetable. Et donc, puis ça ne rapporte pas assez. Et ça ne rapporte pas, oui. C'est quelque chose que n'importe moi, toi et moi, donc il ne faut pas hésiter d'ailleurs à la surdoser entre guillemets, la vitamine C, et ça guérit beaucoup de choses. Bien sûr. La vitamine C, vous pouvez aller jusqu'à 10, 20, 15 euros. Ouais. Parle-nous rapidement de ton père, Kateb Yassine, dont tu
perpétue un peu l'héritage aujourd'hui, hein, en reprenant des textes, je crois, et puis à travers une association, Avenir et Mémoire. Ouais. Alors c'est plus Avenir et Mémoire, c'est Avenir et Culture. D'accord. Ça a changé. Et oui, on a notamment fait 2 publications, mais qui datent maintenant, qui ont quelques années. Donc c'était Minuit passé de 12 heures et Parce que c'est une femme, c'était des textes, un ouvrage, donc Minuit passé de 12 heures, qui était un recueil essentiellement d'interviews et de papiers, parce qu'il a été journaliste aussi dans sa vie, donc il y a tout un recueil de ça que les gens ne connaissent pas forcément. En tout cas, il n'y avait rien qui réunissait tout. Et puis, un autre texte, une pièce de théâtre sur la femme, qui a été publiée par ma mère, qui a travaillé dessus. En fait, quand mon père a monté cette pièce et a écrit cette pièce, j'étais dans le ventre de ma mère. Donc elle était avec lui, elle a vécu toute la gestation, pas la mienne, bien sûr la mienne elle l'a vécue, mais celle de la pièce. D'accord. Et donc elle a sorti un bouquin en même temps que moi, donc Minuit passé de 12 heures, et Parce que c'est une femme. Après il y a eu des tentatives, on a monté par exemple Mohamed Prantavadis, qui est une pièce sur l'immigration, on a monté ça à Roubaix, on s'est fait tacler, saboter, ils nous ont retiré les subventions, ils ont voulu... En Algérie? Non, à Roubaix. À Roubaix. D'accord. Ça, c'était en 2005, je crois. Puis après, j'ai retravaillé, vu que je voyais bien que le théâtre, c'était difficile, parce que c'est un théâtre tellement engagé qu'en fait, même en 2005, ça continuait à déranger apparemment. Donc, par la suite, je me suis mis... C'est quoi qui dérangeait dans cette pièce? C'est le discours sur l'immigration et sur la politique d'immigration qu'il y a eu, notamment juste après la guerre, où d'un côté, les Algériens disaient aux travailleurs et aux plus pauvres d'aller en France pour ramener des devises, et où les Français, eux, faisaient venir des gueux en fait, d'Algérie et d'ailleurs aussi, hein, mais d'Algérie beaucoup, parce qu'il y avait des accords, c'était les accords d'Évian en fait, qui ont donné lieu à l'indépendance, et où il y a eu une véritable traite des ouvriers algériens en France, des gens qui vivaient dans des bidonvilles au départ et tout ça. Nanterre, c'est connu, même ici, hein, à Grenoble. Moi, je connais des anciens qui te racontent. Je connais le fils du fondateur de la Fédération FLN de France, qui était à Chambéry, et qui traîne, ici à Grenoble. Je le voyais quand les bars étaient ouverts. Je le voyais souvent. Ok. Dans quel sens ton père a-t-il été un des pères de la littérature algérienne moderne? Je pense que, après, ça serait un peu prétentieux. Moi, en tant que fils, je veux pas. Ça me fait bizarre de dire ça, mais c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le père, ou en tout cas un des fondateurs. Oui. Moi, je préfère dire un des fondateurs, parce qu'il y a aussi d'autres écrivains. Mais ce qui est sûr, c'est que le premier roman farouchement anticolonialiste qui disait en français aux Français qu'on n'était pas français, c'est celui-là, c'est Nedjma. Nedjma, incontestablement, il est arrivé. D'ailleurs, même Yassine le dit, mon père le dit, dans différentes interviews, il dit peut-être que Nedjma, s'il était sorti en dehors de cette période, c'est-à-dire pas en 56, pas en pleine guerre d'Algérie, peut-être qu'il n'aurait jamais eu le succès qu'il a eu. Nedjma, ça veut dire l'étoile, je crois, en arabe. Ouais. Pourquoi ce titre? Écoute, il y a une énigme géométrique dans toutes les œuvres de Yassine, parce qu'en fait, la plupart de ses œuvres portent des noms géométriques. Nedjma, c'est l'étoile, il y a le polygone étoilé, il y a le cercle des représailles, tu vois, il y a le polygone, le cercle. Il y a plein d'œuvres, pas toutes, mais il y a toujours une histoire géométrique comme ça. Et même dans les textes eux-mêmes, hein, pas que dans les titres. Il y a un rapport géométrique à l'espace qui est loin d'être étriqué, ni tu vois, c'est pas du carré. C'est vrai que il y a un truc, il y a une espèce de rapport. C'est important la géométrie et les mathématiques dans la culture, on va dire, arabo-musulmane, hein, pour employer un terme. Vu qu'il y a cette interdiction de la représentation, il y a une sublimation de la géométrie dans les mosquées, dans les enluminures. Et il y a aussi beaucoup de mathématiques. Bizarrement aussi dans l'islam, dans la culture architecturale qui a accompagné l'islam, il y a des formes beaucoup plus féminines que dans les autres. Il y a beaucoup de courbes, par exemple. Les courbes, les voûtes, tout ça c'est féminin. Ah oui, les coupoles des mosquées, effectivement, voilà. Oui, il y a une sensualité. Donc, bizarrement, les femmes, on ne voit nulle part, on les retrouve dans le bâti. Ok, très bien. Alors, tu m'as envoyé un bouquin d'Obama. Je ne l'ai pas encore lu. Il s'intitule Terre promise. En quelques mots, Obama, finalement, ça n'a pas été tout à fait ce qu'on espérait. De toute façon, c'est clair que c'était un genre un épouvantail positif, c'est-à-dire qu'on a mis, après un Bush, forcément, il fallait faire le ménage et avoir une bonne figure.
Mais après, Obama, il a quand même envoyé plein de troupes de partout. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de troupes américaines à l'étranger que pendant Obama. Il était pour le TAFTA aussi. Oui. Et après, c'est vrai que tous les gens qui sont positifs sur Obama et te disent oui, mais il a quand même fait l'Obamacare, il a fait ci, il a fait ça. Mais en fait, ouais, mais après, c'est comme Macron. Il est en train de tuer la France, mais il y aura toujours un connard qui viendra dire ouais, mais il a fait l'année blanche pour les intermittents. Mais t'as qu'à te la mettre au cul l'année blanche. Moi, je veux pas d'année blanche. Je veux juste une vie normale et je veux que ma vie, j'ai pas envie qu'elle soit blanche, moi, ma vie, plus moi, tu vois, c'est bizarre. Il y a plusieurs musiciens dans le groupe à avoir bouclé notre statue en mars. On l'a bouclé pile en mars. Donc, moi, en fait, il me fait pas l'aumône, ce type. Je touche mes droits là. Et sous prétexte que je vais être rallongé jusqu'au mois d'août, je vais fermer ma gueule. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe. J'ai l'impression que beaucoup dans notre corporation d'intermittents, d'artistes, machin, en fait, ils ont réussi à acheter la paix sociale, quoi. Oui, c'est ça. Et ils achètent notre liberté pour 135 €, la peur d'une amende. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est justement en encaissant ça et en fermant sa gueule, en faisant le toutou, qu'ils vont encore plus nous écraser, parce qu'on le voit bien. C'est de pire en pire. À chaque fois, ils nous amènent une nouvelle normalité débile, comme les masques aux enfants, ou même les masques pour tout le monde dehors. C'est comme ça. Alors, on va en reparler tout de suite. Juste pour faire le lien entre l'étoile et la terre promise, en tout cas au niveau symbolique et au plus beau, on va dire de sa plus belle expression. La France, pour être une terre promise, tu sais, elle a la forme d'une étoile à 6 pointes. Et tu sais qu'une étoile, c'est un soleil, et le soleil, il crée sa lumière et sa vie en obligeant les forces centrifuges à fusionner dans son cœur. Donc si la France arrive à faire fusionner toutes les communautés avec le meilleur d'elle-même, elle pourrait être cette étoile filante qui guide aussi bien l'Orient que l'Occident vers un nouveau monde, quoi. Donc c'est à nous de le faire ensemble. Alors, parle-nous un petit peu de ce collectif que tu as monté contre le masque dans les écoles, parents bisanés, parce qu'on s'est rencontrés à la manif. Anniversaire des Gilets jaunes, vous êtes arrivés avec des flambeaux, c'était complètement magique, c'était extrêmement beau. Et du coup, ils m'ont donné la parole, contrairement aux autres, voilà, les précédents, la MNEF et tout ça, quoi, il faut qu'ils soient d'accord sur tout. Oui, il y a des gens qui sont définis à l'avance. Donc, tu avais notre collectif Gros Live, Gros Live, on organise des choses. Et alors, le masque, contre le masque dans les écoles, parle-nous un petit peu de cette action, puis de comment tu vois la situation en France actuellement. Je suis comme beaucoup de gens, je suis très inquiet de la... Je suis pas inquiet en fait de ce qu'on nous fait subir, parce que ça je m'y attendais. Je pense que même socialement, le monde entier est prêt à cette distanciation, à vivre en fait comme des robots, parce que ça fait déjà 20 ans qu'on nous fait vivre plus ou moins comme des robots. Je pense que ce qu'ils font là, ils n'auraient jamais pu le faire il y a 20 ans avant les portables par exemple. Il fallait préparer en fait la société à vivre dans un truc monolithique avec le truc tu vois, collé au machin, tu vois plus rien. Télé-réalité. Voilà, puis ton fils il te parle, tu l'entends pas parce que t'es dans... Enfin, tu vois, il y a plein de phénomènes en fait nouveaux dont on ne calculait pas la portée. Et je trouve que cette crise, elle montre bien en fait tous les travers de notre époque et de la modernité, de cette pseudo-modernité, et ce qu'elle amène en asservissement et en esclavage. Et le coup de gueule qui a fait qu'on a créé ce collectif, c'est au moment où ils ont voulu imposer les masques aux enfants. Parce que moi, par exemple, le masque, je ne le porte jamais. J'ai jamais dans ma vie, j'ai toujours été quelqu'un qui évite les flics. Donc je vois pas pourquoi ça va changer. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours, tu vois, il y en a qui marchent entre les gouttes quand il pleut. Moi, je marche entre les schmitts parce que parce que je suis un immigré et que je connais ça. J'ai une gueule d'arabe, donc depuis toujours, j'ai toujours évité les schmitts. Et donc maintenant, encore plus, parce que maintenant, je ne porte jamais le masque comme c'est obligatoire. Donc je passe par des endroits où ils ne sont pas là. Ils sont quand même assez tolérants à Grenoble. Je ne le porte pas depuis plusieurs mois et j'ai jamais été contrôlé. Voilà, ça va. Une fois, on m'a dit de loin, mais on peut le dire. C'est vrai qu'ils sont plus cool ici. Mais ce que je trouve vraiment très très inquiétant, c'est comment les parents ne réagissent pas par rapport au port du masque. En tout cas, certains parents ne réagissent pas par rapport au port du masque, surtout qu'il y a des injonctions contradictoires, parce qu'on nous a même dit que c'était contre-productif, voire nocif, quand il n'y en avait pas. Maintenant, on les a mis obligatoires pour les adultes, et après, on les met obligatoires pour les enfants. Et franchement, tu vois, quand tu es adulte, tu peux tricher. Quand tu vas fumer une clope, tu peux enlever ton masque, tu peux prendre un café, mais un gamin, pendant 8 heures,
Et avec un prof qui est transformé en gendarme même contre son gré, parce qu'il y a plein de profs qui gueulent aussi, qui en ont marre de faire les gendarmes. J'ai vu pas plus tard qu'avant-hier tout un papier de profs en Ariège, tu vois, tout un collectif qui disent on n'est pas des gendarmes, on n'est pas des nurses, on n'est pas des c'est pas une garderie, c'est parce que c'est vrai que l'éducation là, elle passe au second plan en fait. On fait tout un cinéma pour un virus qui tue 0,2% de ceux qui tombent malades, c'est-à-dire il y a 0,2% de létalité dans le monde entier. Il y a des endroits où c'est encore moins que ça. Et puis il y a des endroits, bien sûr, champions du monde de létalité, comme la France par exemple, mais tu le vois hein, sur les courbes. Ouais. Quand tu regardes les courbes européennes, tu vois bien les pays où on a soigné et les pays où on a laissé les gens mourir. Et c'est la vérité. Ici, on a laissé les gens mourir. En Italie, on a laissé les gens mourir. En Espagne, c'est pareil. Et ça se voit parce que c'est le même virus. Comment là, j'ai une montagne sur les 4 pays, en gros, tu as l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et la France, c'est des machins comme ça. Avril, mars-avril, va voir l'Estonie, va voir peut-être pas la Suède parce qu'elle a Biélorussie aussi, la Russie, Pologne, toute la Scandinavie pratiquement, tu vois rien, il n'y a rien. Oui, en particulier dans les EHPAD où on a vraiment amené des groupes d'intervention rapide avec du Rivotril injectable. Le médecin juif, Dr Hardy, a dit en tant que médecin, en tant que juif, j'étais effondré comme beaucoup de mes collègues et avec des seringues qui ne permettaient pas de doser correctement. Ce n'étaient pas des pouces-seringues normaux. Donc il y a vraiment cette volonté, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire suite au film Hold Up qui dit la vérité. Le Pérou est le pays d'Amérique du Sud où il y a eu le plus de morts et c'est là où le confinement a été le pire. Avec l'Argentine. Même en Argentine, pareil, sûrement. Non, mais ça c'est clair et net que là, faut que les gens ils comprennent en fait que c'est du pain béni cette épidémie pour tous les autoritaires et toutes les multinationales qui sont aujourd'hui, c'est même plus des multinationales, c'est des transnationales. Et ces boîtes-là, les grosses, les GAFA notamment, mais d'autres aussi, même certaines boîtes du CAC 40 qui se considèrent plus riches que l'État français, parce que c'est la réalité, ils sont plus riches en fait. Donc, ils considèrent qu'ils ont plus de richesse, donc plus de pouvoir, et ils se mettent à vouloir dicter leur loi qui est la loi du marché, et du coup, en plus, comme ils sont bouise-bouise avec les pouvoirs, si tu veux, il faut qu'ils leur donnent. Ça a toujours été du donnant-donnant, si tu veux. Je te donne plus d'empire commercial, mais toi, tu me donnes un peu de ton pouvoir politique. Et en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On est en train de fliquer les gens. De toute façon, quand tu vois que Macron a fait carrière avec Sophie Protol, un géant de l'agroalimentaire, avec Nestlé, avec Rothschild, et tout ça. C'est Servier, ou je ne sais plus quel laboratoire aussi. C'est une des personnes qui l'a propulsé. C'est un mec de Big Pharma. Oui. Tout ça est extrêmement malveillant. Il faut que les gens arrêtent de croire que le gouvernement veut leur bien. Ils ont tout effondré. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste dans la continuité de la destruction de l'agriculture, de la santé, de la pêche, de l'entreprise individuelle. En plus, tu sais, un des trucs aussi qui m'a révolté par rapport au masque pour les enfants, c'est que les enfants, c'est quand ils sont petits qu'ils font leur immunité. Et que l'immunité, ça consiste justement à être en contact avec les virus. En plus, on sait qu'eux, ils sont soit asymptomatiques, soit c'est un petit rhume. Au contraire, il faut les laisser justement. C'est le vaccin naturel, ce truc-là. Je veux dire, les vaccins, ça existe depuis un siècle et quelques. Mais nous, ça fait des millions d'années qu'on est là, et que les virus sont là, et que les bactéries sont là. Mais comment on est encore vivant si on n'avait pas d'immunité solide? Puis il y a beaucoup de zones d'ombre sur ce virus. Il est quand même sorti de Wuhan avec ce laboratoire P4 où il y avait la collaboration franco-chinoise depuis des années. Bien sûr. Voilà. Après, moi, je ne peux pas affirmer ces choses-là parce que je ne connais pas les dessous vraiment de l'affaire. Après, j'ai vu tous les papiers qu'il y a eu, même des vidéos qui parlaient de ça. Oui, de la télévision italienne, un reportage de fin 2015 où on voit des cultures de coronavirus à Wuhan avec des chauves-souris, quoi. Oui, des jeunes chauves-souris. Il y a même des articles qui datent de 2015, 2016, 2017 de fuites virales de l'Institut Pasteur. Des gens qui ont été chopés à la douane avec des fièvres, avec du virus dedans, des corona et d'autres virus. Donc c'est quand même vieux comme c'est vieux quand même. Tout à fait. Tout à l'heure, tu parlais de ce prix Nobel américain, ça fait penser aussi beaucoup à Luc Montagnier, qui a étudié le virus et qui a remarqué cette séquence transmissible à l'humain. J'ai retrouvé une vidéo aussi de Claire Séverac, La guerre contre les peuples, où déjà en 2015, Luc Montagnier disait qu'il était possible de disséminer des virus et ensuite de les réactiver par la Wi-Fi. Donc tu vois un peu le lien 5G virus, c'est QFD. Bien sûr. De toute façon, l'avenir de la médecine, par exemple, les Russes sont très très forts
dans ce qu'on appelle la médecine informationnelle. C'est-à-dire qu'on te soigne avec des ondes. Et on te soigne. Luc Montagnier, par exemple, a travaillé sur la mémoire de l'eau, qui étaient les travaux de Benveniste avant. Et les Russes, maintenant, par exemple, le Prozac, tu vois, le Prozac, c'est un truc qu'on donne aux dépressifs, qui a beaucoup d'effets indésirables. Oui, il y a des compensations criminelles même. Voilà. Et bien maintenant, en Russie, qu'est-ce qu'on donne aux dépressifs? On leur donne de l'eau avec la mémoire physique du Prozac dedans. Donc tu as la mémoire, la structure physique. C'est de l'homéopathie finalement. Oui, ben, c'est ça en fait la mémoire de l'eau. Et avec la mémoire, Montagnier, il a fait ça aussi avec un labo de Milan où il envoie un virus à travers une onde sonore qu'il fait chanter. En fait, il prend l'identité magnétique d'un virus, donc sa vibration sous un capteur, il l'enregistre, c'est un fichier Wave, il l'envoie à Milan, et à Milan, il leur dit, mettez un émetteur, enfin un truc qui vibre, tu vois, avec un truc USB, et mettez le fichier son que je vous ai envoyé, vous le mettez en lecture et vous foutez un verre d'eau distillée, vous faites chanter le verre. Et bien ils ont fait chanter le verre, ils ont retrouvé le virus, c'était le virus du HIV en l'occurrence, à 87%. Pourquoi? D'habitude c'est 100%, ils retransmettaient à 100% le génome du virus. Là c'était 87% parce qu'il y avait des caméras, des portables, ça filmait. C'est la première fois qu'ils faisaient l'expérience filmée pour prouver que l'eau enregistrait. La donnée, elle enregistre tout. C'est simple. Quand tu jettes une pierre dans l'eau, le rond là, ça fait ça avec tout, avec la lumière, avec le son, avec les sentiments. Il y a plein de travaux sur l'eau. Oui, il y a Masaru Emoto, et voilà, puis du coup ça rejoint le pouvoir thérapeutique de la musique. Bien sûr. Et par exemple, tu parlais d'Obama. Obama, il se lave les mains avec de l'eau structurée. De l'eau structurée, juste structurée, l'eau normale. C'est un antibiotique, un antiseptique, même un antifongique, un antibactérien. T'as pas besoin d'alcool ni rien. Donc, les travaux de Montagnier, c'est des travaux ultra sérieux. Après, moi, je crois, parce que j'ai parlé aussi avec d'autres généticiens, sur cette histoire de génome du virus, du coronavirus, si tu veux, c'est très courant dans la nature, en fait, que les séries identiques existent, si tu veux. Par exemple, moi, je connais une chercheuse, ce qu'on ne dit pas chercheuse, qui est à Lausanne, qui est pareil, qui est généticienne biologiste, et elle a comparé le génome du corona avec, je crois, Ebola ou un autre virus, et effectivement, tu trouves plein de séries identiques. Donc ça, c'est assez courant. Par contre, ce qui est hyper suspect, et ça, c'est vrai, ça, c'est unanime, en tout cas dans la génétique, c'est que la zoonose, ce qu'on appelle la zoonose, c'est-à-dire le passage de l'animal à l'être humain, il peut se faire assez rapidement, c'est-à-dire que tu dors dans une caverne avec des chauves-souris, tu vas attraper un corona. Mais le fait que ce corona-là soit transmissible d'homme à homme après, c'est-à-dire quand il y a zoonose, en général c'est des siècles, oui, c'est ça. Au moins quelques années, beaucoup d'années, avant que le virus s'acclimate tellement à cet individu qui doit ne pas mourir parce que sinon le virus il meurt avec. Donc il y a quand même plusieurs conditions, il faut du temps et il faut que le sujet ne meure pas pour qu'il puisse le transmettre aux hommes. Et ça là-dessus, je pense que c'est plutôt, personnellement, d'après ce que je comprends, j'ai l'impression que c'est plutôt ça la piste, de dire que ce virus a été manipulé plus à ce niveau-là qu'au niveau des séries. Oui, c'est après, moi je le crois, Montagnier, je vois très bien. Alexia, Alexandra Arion-Cole, qui est très calé d'ailleurs, elle connaît bien ça. Oui, tout à fait. Alors, les effets secondaires du masque, on va y revenir, hein, c'est pas juste une question d'être rebelle. Déjà, ça laisse passer le virus, ça baisse les défenses immunitaires. Ça met en hypoxie. Ouais, voilà, c'est-à-dire manque d'oxygénation. Hein, ça met en hypercapnie. Oui, hypercapnie, c'est ça, ouais. Beaucoup de carbone. Forte humidité, donc ça crée un milieu propice au virus. Oui, ça fait des herpès labiaux. Des staphylocoques. Des staphylocoques dorés et autres. Ça fait aussi des fumigatus, aspergillus, Aspergillus fumigatus, ça fait plein de trucs. Il y a une vidéo qui est très bien, c'est une pharmacienne clinique espagnole. Ah oui, qui a cultivé le virus. C'est affreux. Et elle a cultivé même du masque neuf en sortant et même celui-là il est infecté.